Bonsoir à tous et bienvenue donc pour cette nouvelle réunion du Conseil scientifique indépendant. Avant de démarrer cette réunion, je souhaiterais adresser donc, un hommage, à Michèle Rivasi, députée, parlementaire européenne qui nous a quittés hier brutalement, à la suite d'un arrêt cardiaque. Au nom de tout le CSI, je tiens à saluer, son courage, son honnêteté, son intégrité, sa bienveillance, sa simplicité et sa gentillesse. Et Michèle Rivasi, le combat de Michèle Rivasi ne s'arrêtait pas aux portes du Covid, ni en fait, par rapport au contrat, des laboratoires Pfizer. Pendant des années, elle a œuvré, dans beaucoup de domaines. On se souviendra également de son combat concernant Tchernobyl. Donc, au nom de tout le CSI, j'adresse mes plus vives pensées, ma plus forte émotion, pour tous les proches, pour toute sa famille et également ses collègues, au Parlement européen et toute son équipe. Voilà. Pour, démarrer cette, réunion, donc nous allons accueillir ce soir la philosophe et écrivaine Laurence Wauquiez. Bonsoir Laurence, Bonsoir Emmanuel. j'espère que tu vas bien. Écoute, oui, ça va bien. Ah bon, évidemment, outre l'hommage de même à Michèle Rivasi, on va essayer Mmh, de faire un exposé stimulant, j'espère. tout à fait. Et pour discuter autour de ta présentation, hein, de ce que tu vas aborder, donc nous avons le plaisir d'accueillir également Vincent Pavon. Bonsoir Emmanuel, bonsoir Laurence, ravi d'être avec vous pour ce 126e conseil scientifique indépendant et impatient d'écouter Laurence nous parler un petit peu de philosophie notamment. Très bien. Bah, écoutez, si vous enfin, est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être Vincent? Alors oui, effectivement, sur Michèle Rivasi, qui, comme tu l'as bien dit, avait commencé sa carrière au moment de Tchernobyl et qui avait été une des grandes lanceuses d'alerte, qui s'était engagée en politique à la suite de ça, donc chez les écologistes, qui a fait plusieurs mandats donc au Parlement européen et qui avait été invitée au CSI 2 fois. Parce qu'elle faisait partie évidemment de la commission spéciale Covid du Parlement européen, avec Virginie Joron notamment. Michèle Rivasi était vice-présidente de cette commission et elle a œuvré pour tout simplement avoir droit à une transparence dans l'information. Elle était hélas un petit peu sous pression du parti des écologistes, puisqu'elle avait été convoquée il y a quelques semaines de ça à une sorte de commission disciplinaire pour avoir préfacé le livre avec donc Virginie Joron et Laurence Muller-Bronn, donc le livre de Christine Coton. Et cela lui avait été amèrement reproché. On avait effectivement décidé, on voulait l'inviter au CSI à Saintes, on s'en souvient, justement pour parler avec elle des parallèles qu'on aurait pu faire entre, d'un côté, les principes de précaution concernant l'industrie nucléaire et d'un autre côté, les principes de précaution qui pourraient aussi s'appliquer sur les biolabs, notamment ceux qui sont actuellement présents en Ukraine. Et qui pose un certain nombre de questions. Si on accepte l'hypothèse, elle est quasiment maintenant universellement acceptée, que le virus du Covid-19 a bien été une chimère fabriquée dans le cadre d'un gain de fonction à Wuhan et donc échappé d'une manière ou d'une autre d'un laboratoire P4, il y avait des questions très importantes dans ce parallélisme entre la sécurité nucléaire et la sécurité biologique. Hélas, on a compris que son parti avait fait pression sur elle pour ne pas finalement participer à cette grande table démocratique qui a été la 100e du CSI. Sans doute que Michèle était vraiment sous pression. Elle avait 70 ans, une vie extrêmement stressante. On est tous effondrés parce que c'était vraiment une femme d'un courage exemplaire, d'une très grande honnêteté, bien sûr, et qui avait vraiment, je pense, consacré sa vie à rendre la politique un peu meilleure, on peut le dire, parce qu'il n'y a pas tant de personnes que ça, de femmes notamment en politique qui ont ce rôle-là. Et je ne voudrais pas opposer Michèle Rivasi à d'autres femmes
hélas, en politique ces dernières années, qu'on a vu beaucoup moins, à mon avis, intéressantes qu'elle. Je pense à Sonia Backès, pour ne pas la citer, mais bon, voilà, qui est à peu près à l'opposé de ce que pouvaient représenter les valeurs de Michel Rivasi. Donc voilà, une grande perte. Bien sûr, comme tu l'as dit, on adresse nos condoléances à toute la famille. Également des pensées pour ceux qui l'ont suivi et qui la suivent encore politiquement. Et donc, on espère que d'autres pourront continuer à reprendre le flambeau. Voilà. Donc, Merci. paix à son âme, comme on dit, et puis le combat continue. Merci beaucoup, Vincent. Merci pour ce compliment. Et donc, au nom de tout le CSI, nous adressons voilà, toutes nos pensées et nos vœux de soutien à ses proches, à sa famille et puis à toute son équipe et à ses collègues. Pour commencer donc ce CSI, je vais laisser donc la parole à Laurence, philosophe et écrivaine, qui va donc nous parler. Je te laisse la parole et je laisse les auditeurs découvrir. Ouais, donc si Laurence, tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas, et puis nous présenter rapidement le sujet dont tu vas nous parler. Voilà. Bon, alors, moi, je suis philosophe, écrivain et je me sers énormément des travaux scientifiques pour mon travail. C'est important d'abord pour le plaisir d'apprendre, de connaître de nouveaux savoirs, mais aussi pour diffuser, transmettre. Également, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, j'écris des billets d'humeur mensuels sur la gouvernance et ces billets sont en ce moment diffusés par François, donc vous pouvez les consulter sur François, mais aussi sur mon site. Et aussi, je prépare un livre sur l'écologisme, la fausse écologie. On pourra d'ailleurs aussi cette fois revoir sur une autre affaire, hein, là non pas sur le nucléaire, mais sur les liens qu'il peut y avoir entre la fausse écologie et ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire Covid. Et il y a pas mal de liens à partir du moment où il y a des injonctions dogmatiques. Voilà, et aujourd'hui, le thème, c'est la science n'est pas une religion. Alors, est-ce que c'est une affirmation ou est-ce que c'est une interrogation? Voilà, c'est ce dont je vais parler là avec mon exposé. Et je vais commencer à poser une grande question, une question même existentielle. Adam avait-il un nombril? Alors, quand j'ai parlé de cette question existentielle au docteur Éric Loridan, que j'ai eu l'occasion de croiser lors des rassemblements du 19 octobre, hein, ces rassemblements qu'il y a eu à la fois à Marseille et à Paris, en soutien à Amin Ulmin, en soutien à Louis Fauché, hein, suite à ces convocations, qui d'ailleurs convocations nous mettent, nous, grand public, témoins de ce qui se passe actuellement, de comment sont jugées toute cette profession médicale notamment. Donc, en tout cas, j'en parle au docteur Eridan et il me dit, mais non, mais c'est Jacques Dutronc, Adam avait-il un nombril? Alors, justement, on peut voir la couverture du disque de Jacques Dutronc. Alors, effectivement, on a cette chanson On nous cache tout, on nous dit rien, finalement. Hein. On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Bah, tiens, avec ce premier couplet qui dit Adam avait-il un nombril? Alors, effectivement, ça vient de là, mais en tout cas, moi, j'avais trouvé cette question dans un livre d'un scientifique, enfin d'un journaliste scientifique, le livre de Michel de Pracontal, dont on peut voir aussi la couverture. C'est assez étonnant ce livre de Michel de Pracontal. Il a été écrit enfin, il est paru en 2005, plus exactement, et il nous présente l'imposture scientifique en 10 leçons
qui a été publié aux éditions Point Science afin de nous permettre à tout à chacun de devenir un imposteur en sciences, hein. Donc, de par ce renversement, en tout cas, on apprend ce qu'est la science et qu'elle n'est pas. C'est un livre dans lequel je me suis inspirée pour faire la première partie de mon exposé. Première partie sur un sujet qui montre une imposture quand on mêle Dieu à la science. Donc la première partie sera sur avant 2005 et la deuxième partie aujourd'hui au XXIe siècle. Alors cette question, Adam avait-il un nombril? Eh ben, elle remonte encore bien plus loin que du trône, bien plus loin que 2005. Elle remonte au début de la chrétienté. Alors, c'était une vraie question qui d'ailleurs leur a donné le vertige, puisqu'ils n'avaient pas de réponse. Ce n'était pas indiqué dans la Bible, ils étaient dans une parfaite ignorance par rapport à ça. Et la réponse à cette question avait deux pistes. Ben non, il n'a pas de nombril, puisqu'il n'est pas né une femme. Et oui, il a un nombril, puisque c'est un prototype, et comme il ressemble à tous les hommes qui viendront ensuite. Grande question aussi pour les artistes. Est-ce que la feuille de vigne allait justement couvrir et le sexe et la zone supposée dont on ne savait pas quelle était la réponse? En tout cas, cette question existentielle supposait aussi de s'interroger sur d'où venons-nous. Et comme la Bible n'y répondait pas, s'est posée l'idée que peut-être la science pourrait y répondre. C'est aussi l'occasion, c'est pour ça qu'on a pensé que la science pouvait y répondre, de rappeler cette juxtaposition qu'il y a eu entre la science et les Saintes Écritures, qui d'ailleurs avait permis cette imposture, hein, déjà, celle des équations de Ptolémée. Alors, Ptolémée, 168 après Jésus-Christ, c'est un astronome, un mathématicien, un géographe grec qui avait triché. Alors, il avait triché comment? Il avait truqué les chiffres, et oui, déjà, pour les faire rentrer dans un système de croyance. Cette croyance qui disait que le Soleil tourne autour de la Terre, hein, ce qu'on a appelé le géocentrisme. Cette imposture, ce trucage, du coup, le résultat a fait que ça a duré pendant 1500 ans. Donc pendant 1500 ans, on est resté sur cette croyance jusqu'à ce qu'un certain Galilée permette enfin ce savoir que c'est effectivement la Terre qui tourne autour du Soleil, qui est nommé héliocentrisme. Ça n'a pas été sans mal pour que ce savoir existe et contourne cette croyance, à savoir aussi qu'il a fallu 100 ans supplémentaires pour que ce savoir soit entériné, et encore, il avait les faveurs du pape. Alors, Galilée, c'est très intéressant dans le sens où c'est une nouvelle science, c'est ce qu'on a appelé la science moderne, donc au XVIIe siècle. On va dire que le XVIIe siècle, il y a eu un avant et un après. Alors Galilée, c'est 1564-1642 et est considéré comme le père de la science moderne. Alors la science moderne, c'est quoi? C'est quand on base ses conclusions sur l'expérimentation et l'observation. Ainsi, la science moderne a mis fin à ce que la science puisse répondre du coup à cette grande question: Adam avait-il un nombril? Parce que la science, en affirmant sa prédominance sur l'expérimentation et l'observation, sur les dogmes, elle s'émancipe de Dieu, et donc du coup, Dieu ne peut être mêlé à la science. Alors vous me direz, voilà, super, on est après le XVIIe siècle, c'est réglé, on est enfin dans une science savoir. Ah ben non, pas tout à fait, parce que au XIXe siècle, de nouveau, on s'interroge sur Adam avait-il un nombril? Alors, c'est pas tout à fait cette question. En fait, on s'interroge sur des questions équivalentes qui sont des questions existentielles. Le XIXe siècle, c'est un siècle particulier, comme tous les siècles, vous me direz, mais celui-ci, c'est le début de l'industrialisation. C'est une autre forme de modernisme.
C'est aussi le début, l'émergence de nouvelles sciences, telles que la géologie, la paléontologie, qui du coup remettent sur le devant de la scène les questions existentielles. Le monde a-t-il été créé en 7 jours ou pas? Qu'y avait-il avant? Avant la naissance de la Terre, avant les premiers hommes. Et qui sont les premiers hommes? Seraient-ils des singes? Parce qu'en même temps, on arrive avec Darwin, la théorie de l'évolution, et ça remplit d'effroi beaucoup de monde qui préférerait, à défaut d'être d'abord des singes, d'avoir la version biblique, d'être né bipède tout de suite. C'est aussi le siècle avec ce célèbre médium, Eusapia Palladino. Donc, elle fait bouger des tables, elle fait voler des objets, des mains baladeuses, elle a des jets qui sortent de la tête. Quand, après maintes enquêtes qui ont duré plus de 20 ans, elle ne sera révélée qu'un illusionniste doué. En attendant, elle a fasciné des intellectuels, elle a fasciné des scientifiques, donc des intellectuels comme le philosophe Henri Bergson, des scientifiques tels les physiciens Pierre et Marie Curie. Il y a même Pierre qui a tenté de créer une machine afin de mesurer, vous savez, ces jets qui sortaient de la tête, hein, donc les gens étaient très, très fascinés par cette femme. Aussi l'astronome Camille Flammarion. C'est aussi dans cette même époque et dans cette même mouvance d'ailleurs de nombreux scientifiques et intellectuels qui se passionnent donc pour les tables tournantes, comme le faisait Eusapia, pour les esprits frappeurs, hein, esprit es-tu là, avec aussi des illustres écrivains tels que Victor Hugo, Honoré de Balzac, Arthur Conan Doyle, hein, le papa de Sherlock Holmes, qui avaient tous cet authentique désir de prouver l'existence des phénomènes paranormaux. Donc c'est une époque qui fait conjuguer à la fois un hyper-matérialisme, hein, avec l'industrialisation, et un essor du spiritisme, une sorte peut-être de rééquilibrage, hein, besoin de trouver la juste mesure peut-être, quand il y avait cette perspective de recréer une unité, hein, une unité entre le savoir, la science et la religion, la croyance, qui va du coup émerger une parapsychologie scientifique, mais pas seulement, puisque vont émerger des controverses interminables qui durent encore jusqu'à aujourd'hui sur ces forces mystérieuses. Est-ce que c'est de la croyance ou est-ce que c'est du savoir? D'aucuns parlent de parascience, hein, reste que les preuves se font attendre. Alors, est-ce que les preuves qui se font attendre, ça montre l'évidence qu'il y a un décalage entre religion, croyance et savoir scientifique? Est-ce qu'il ne peut y avoir d'unité? Mais alors, qui allait nous dire si Adam avait un nombril ou si Ève? Est-ce qu'on allait encore chercher du côté de la science pour expliquer tout ça? Eh bien oui, on a toujours cherché, en tout cas, à mêler les deux. On a eu au début des années 80, de nouveau, on mêle Dieu à la science. Alors, les années 80 aux États-Unis, c'est les créationnistes qui ont lancé aux États-Unis une polémique visant à faire reconnaître le récit biblique de la Genèse comme une théorie scientifique, en disant que la Genèse et la théorie de l'évolution devaient être traitées à égalité dans l'enseignement et les manuels scolaires. Et là, on arrive à un autre amalgame parce que lors de sa première campagne électorale en 1980, Ronald Reagan déclarait: si on se décide à enseigner donc la théorie de l'évolution dans les écoles, je pense qu'il faudrait aussi enseigner le récit biblique de la création. Alors, cette science créationniste qui prétend réfuter la théorie de Darwin, en fait, elle se sert du fait qu'il y a de nombreux débats sur cette théorie de l'évolution, et sous prétexte que les scientifiques eux-mêmes n'étaient pas d'accord entre eux, ils ont soutenu que cette théorie de l'évolution n'était pas aboutie, qu'elle n'était qu'une hypothèse à confirmer. Donc ils se sont introduits dans cette faille, sauf qu'en fait, ça n'est pas une faille. On le verra plus tard au niveau du XXe siècle. Les scientifiques n'ont jamais dit que la théorie était infaillible. Reconnaître que les mécanismes de l'évolution, notamment, ne sont pas entièrement compris, donc il n'y a pas de
consensus n'implique nullement une mise en cause de l'évolution. D'ailleurs, s'il y avait consensus, on pourrait se poser justement la question de savoir si c'est scientifique. Parce que les théories scientifiques progressent, elles ne sont pas figées et trouver une meilleure explication d'un fait ne signifie pas que le fait en lui-même est rejeté. Donc ce prétexte, en fait, ce prétexte des créationnistes, ça montre que le débat du créationnisme relève plus de la politique que de la science. D'ailleurs, on le voit avec le discours de Ronald Reagan. Il y a eu plusieurs États du Sud qui avaient voté des lois favorables à cet enseignement, à cette science créationniste, et de nombreux juristes à côté dénoncèrent le caractère anticonstitutionnel. Et ils ont gagné. Les exigences de ces fondamentalistes religieux ont été toutes rejetées. Et en juin 1987, la Cour suprême annula la dernière loi en faveur du créationnisme. Alors, c'en est fini? Eh ben non, toujours dans cette même période, hein, ça a même commencé dans les années 70, on a cherché encore à aligner les deux, à confondre les deux, peut-être pour répondre à des questions équivalentes, donc sur les nombrils. On a eu ces scientifiques qui voulaient renouer avec la preuve religieuse, ces gourous de secours, hein, tels que les nomme l'auteur du livre Michel de Pracontal, avec les auteurs New Age, hein, qui n'ont pas peur des amalgames, notamment cette hypothèse Gaïa, qui est reprise par des groupes écologistes de nos jours, hein, mais aussi avec le déterminisme génétique. Alors, on a voulu, certains généticiens prétendaient avoir identifié les gènes de l'intelligence, du bonheur, de l'homosexualité aussi. Rappelons quand même, revenons sur de la science, qu'un gène est seulement un segment d'ADN qui code une protéine. Et alors même à supposer que l'on sache traduire toutes ces aptitudes et traits de caractère, hein, ce que j'ai cité en termes biologiques, ce qui est vraiment loin d'être le cas, il resterait quand même très douteux qu'il soit étroitement lié à un gène et à sa protéine. Déjà pour une maladie qui du coup, qui n'est pas une compétence, mais qui du coup dépend de toute une batterie de gènes et aussi d'interactions avec l'environnement, hein, ce qu'on appelle l'épigénétique, il ne peut y avoir de déterminisme. La biologie du développement est un processus d'une extrême complexité et c'est pas sûr qu'on puisse un jour l'expliquer complètement. Donc ça met aussi une humilité. Et puis en plus, ça nous met bien au-delà de l'inné et de l'acquis. Alors, est-ce que c'en est fini de savoir pour le nombril d'Adam, d'Ève ou de quiconque? En fait, ce qu'on comprend là-dessus, c'est qu'il est question d'accepter que tout ne peut être expliqué, que la science ne peut répondre à tout. Et peut-être que la principale motivation qui pousse les humains à recourir à l'hypothèse Dieu, donc à y mêler de la religion, notamment en sciences, peut-être que c'est de vouloir croire que le monde a un sens. Sauf que la réalité des théories scientifiques ne sont que des descriptions fragmentaires qui ne se racontent pas toutes entre elles et nous n'avons aucune garantie que le monde ait du sens. C'est nous-mêmes qui produisons ce sens. Alors, la science, ces outils scientifiques nous permet de produire un discours logique et pertinent à propos d'un monde qui en réalité n'est ni logique ni pertinent. C'est un effet de sens, c'est une perception d'une partie du réel, parce que la science, elle n'est pas là pour trouver un sens à sa vie, ce qui incombe à chacun, que ce soit avec la croyance, les religions, mais aussi ce qui est de l'ordre de l'intuitif, de ce qui ne peut être prouvé, de l'intime, du ressenti. Ce qui me fait faire la différence, enfin une distinction entre ce que je vais appeler le savoir, la science, et la connaissance, cette approche intuitive qui dépasse toute catégorisation, ce qui d'ailleurs est le propre de mon travail philosophique, où chacun est amené à décider du sens de sa vie, tel un explorateur de lui-même, sur lui-même et sur autrui,
qui fait que la connaissance avec lui-même est bien au-delà de la biologie, qui est un mouvement perpétuel, jamais figé, jamais déterminé une fois pour toutes, ainsi qu'il me fait dire cet aphorisme: «Nous sommes tous pareils puisque nous sommes tous différents et différents en permanence». Et comme aussi le confirme cette citation de Freud en 1938, rappelant aussi, que Freud, à un moment donné, avait voulu que la psychanalyse soit considérée comme une science. Alors pourquoi le voulait-il? Bah, parce que du coup, ça permettait de rendre sérieux, ce qui était, au tout début de son travail et puis surtout d'avoir les financements. En 1938, il est à la fin de sa vie et il n'a plus ce besoin-là de le prouver. Et ce qu'il dit de la science, il dit que c'est une représentation du monde qui est une construction intellectuelle qui résout de façon homogène tous les problèmes de l'existence à partir d'une hypothèse qui commande le tout, où par conséquent aucun problème ne reste ouvert, quel rêve, et où tout ce à quoi nous nous intéressons trouve sa place déterminée. Donc évidemment, ce n'est pas le cas de la psychanalyse, hein, notre inconscient est pas déterminé et pas facile à comprendre. La psychanalyse est plutôt un outil de connaissance, comme aussi l'hypnose, enfin tout ce qui permet l'introspection, la connaissance de soi, donc de l'autre, donc de ce qui est. Je voulais aussi préciser que je suis un admirateur des écrits de François Roustan, qui a énormément parlé sur l'hypnose, et qu'effectivement la science est bien autrement une représentation qui ne peut prétendre à la vérité absolue, qui ne peut donner un mode d'emploi pour vivre. Et que finalement, on peut dire qu'une approche la plus juste de ce qui est, hein, ou de ce que l'on est, ou de ce que autrui est la conjugaison du savoir, la science, je sais, de la connaissance, intuition, l'indéfini, l'inexplicable, je sens, et la croyance, religion, spiritualité, je crois, à condition de ne pas les confondre, de ne pas les amalgamer. Quand d'ailleurs, finalement, la science est aussi elle-même évolutive, hein, elle est en perpétuel questionnement pour poser de nouveaux savoirs, sortir du connu, du su, pour aller vers l'inconnu et apprendre de nouveau. Ben, là non plus, en fait, rien n'est défini définitivement quand on sort d'un cadre, hein. Dans un cadre donné, ça pourra être définitif, mais quand on sort du cadre, on ne peut, en tout cas la science ne peut être en aucun cas un complet consensus et ne peut en aucun cas non plus justifier de délivrer des injonctions dogmatiques. Alors pourtant, certains voudraient croire y trouver un mode d'emploi pour vivre. N'avons pas assisté à des dérives médicales, notamment, qui sont propres à le faire croire et qui ont engendré cette docilité à appliquer les injonctions pourtant contradictoires lors de la crise Covid. Est-ce que quand moins de gens trouvent de sens à leur vie, plus ils voudraient que la science leur en fournisse? Tellement avoir besoin de croire que le monde a un sens, prêts à croire quiconque le prétendra avoir saisi ce sens, qui leur assénera du coup des certitudes et leur dire ce qu'ils doivent faire, et ainsi se faire berner par les imposteurs. Alors, Adam avait-il un nombril et Ève? Ben, cela, nous devons reconnaître que nous n'avons aucune certitude. En revanche, j'ai un scoop. La côte d'Adam, ben, non, Ève ne vient pas de la côte d'Adam. C'est un problème de traduction, en fait, même si on lit correctement la Genèse, Ève a été créée aux côtés, hein, aux côtés d'Adam, voilà. Enfin, au moins une fausse certitude en moins qui nous fait arriver sur la deuxième partie, donc le 20e siècle, 21e siècle. Est-ce qu'au 21e siècle, est-ce qu'on fait encore se mêler Dieu à la science? Avons-nous encore affaire parfois à cette fausse science avec ces expressions qu'on entend et qu'on met beaucoup en ce moment, qu'on a souvent entendu, preuve scientifique, consensus scientifique, afin d'imposer un dogme au détriment du coup du savoir. Est-ce que nous assistons à une forme de rétrogradation? Moi, je dirais plutôt un renversement. Hein. Après la science qui justifiait la religion, qui justifiait des croyances, qui justifiait l'irrationnel, est-ce qu'on ne tente pas de faire une science qui se ferait
directement religion, une sorte de religion scientifique. Est-ce que nous n'assistons pas à un retour du religieux en force avec le Covid? Alors quand je parle du Covid, je ne parle pas du virus, je ne parle pas de la maladie, je parle de toutes les pratiques qui ont été imposées au nom de la santé avec, ces maîtres à penser, je parle, l'OMS, ces prêtres, les médecins de plateau, ces restrictions, ces interdictions. Aussi avec l'écologisme, cette fausse écologie, mais pour le coup véritable dogme, qui m'amène ici à vous présenter le GIEC. Alors le GIEC, c'est cet, organisme international dont se réclament les carbocentristes, comme les a surnommés, Benoît Ritaud dans son livre daté de 2010, intitulé Le mythe climatique, qui a été publié, aux éditions du Seuil, hein, en 2010. Le Seuil publiait cet ouvrage. Alors le GIEC, qu'est-ce que ça signifie? Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, dont la dénomination originale en anglais est IPCC. Alors, nous précise Christian Girondeau, donc dans son livre Le CO2 est bon pour la planète, qui est sorti lui, en 2022 aux éditions L'Artilleur, il nous précise quand même qu'il faut ajouter que le GIEC n'est pas un organisme d'experts. Ah bon? Pourtant, je vous ai bien dit groupe d'experts. Bon, alors lui, il nous dit que ce n'est pas un organisme d'experts, mais qu'il est composé des représentants de 194 pays qui y adhèrent et dont l'immense majorité ne dispose évidemment pas d'experts en sciences climatiques. On notera, nous précise-t-il, le véritable titre de l'organisme, donc comme je vous ai dit IPCC, qui signifie Intergovernmental Panel on Climate Change. Effectivement, il n'y a pas le mot expert, et il n'en comporte d'autant plus que, en fait, comme il n'est pas composé, et c'est dans les traductions. Ah, alors on me dira, oui, je cite Christian Girondeau, je cite Benoît Ritaud. Eh bien là, je vais vous citer la fiche Wikipédia du GIEC, comme ça, parce que Wikipédia, qui depuis 2020 se fait dénicheur de complotistes, on ne m'accusera pas de parti pris. Et je vais vous lire donc sa fiche Wikipédia en me fiant uniquement à ce qui est écrit. Et enfin, je vous laisse juge, mais je trouve que ça montre déjà le tendancieux de cet organisme dont le qualificatif scientifique au sens science moderne, donc expérimentation, observation, ne va pas de soi. Donc, le GIEC, donc ce groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, donc la traduction française, a été créé en 1988. Alors, le GIEC travaille à rendre compte des différents points de vue et des incertitudes tout en dégageant clairement les éléments qui relèvent d'un consensus de la communauté scientifique. Consensus scientifique, hein. Rappelez-vous ce que je vous ai dit par rapport au consensus, hein, ce qu'avaient utilisé les créationnistes, à dire que quand il n'y a pas de consensus, c'est pas scientifique, et eux, ils se prétendent scientifiques en disant qu'ils ont un consensus. Bon, c'est quand même, je ne sais pas comment la science peut être consensuelle vu tous les débats qu'elle suppose. Et bon. Alors, je poursuis. Il a donc pour mission d'établir régulièrement une expertise collective, ah bon, sur le changement climatique. Les apports de ces documents sont utilisés par les décideurs politiques en tant qu'outil d'information pour la société civile. Donc, est posé d'entrée le postulat d'un changement climatique. En fait, on vous pose d'entrée un postulat qui va vous dire ce que vous devez chercher. Donc, on ne dit pas est-ce qu'il y a changement climatique. On pose déjà l'idée qu'il y aurait un changement climatique. Donc, on va trouver ce qu'on cherche. Hein. Je continue. Il a pour mission d'évaluer sans parti pris et de façon méthodique, claire et objective les informations d'ordre scientifique, technique et socio-économique qui nous sont nécessaires pour mieux comprendre les risques liés au réchauffement climatique d'origine humaine, cerner plus précisément les conséquences possibles de ce changement. Alors là, on a deux autres postulats qui sont posés. On nous parle d'un réchauffement climatique. Donc déjà, on est passé du changement climatique à ce postulat, comme si c'était une évidence, au réchauffement climatique. Et deuxième postulat posé et imposé, posé d'origine humaine, donc anthropique.
Il n'a pas pour mandat d'entreprendre des travaux de recherche, ah bon, ou ni de suivre l'évolution des variables climatologiques et d'autres paramètres pertinents, bon, c'est bien dommage. Le GIEC n'est donc pas un organisme de recherche, mais un lieu d'expertise, sans expert a priori, visant à synthétiser des travaux menés dans les laboratoires du monde entier en fonction d'un problème précis pour lequel les États membres de l'ONU l'ont mandaté. Membres de l'ONU l'ont mandaté. Donc mandaté par l'ONU, qui est quand même une émanation proprement politique. Et à un moment donné, nous titre Wikipédia de la science à la politique et nous mentionne les liens entre scientifiques, politiques, lobby économique, ONG, gouvernementales, environnementales. Ce n'est pas moi qui le dis. Ainsi en est-il des révélations faites par Wikipédia de la distance prise avec la science moderne, hein, puisqu'on a des postulats, on a des postulats posés d'entrée comme étant des faits scientifiques, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Donc la science moderne, elle est basée sur l'observation et l'expérimentation. Le GIEC dresse régulièrement un rapport. Nous en sommes là au 6e, donc qui a eu lieu mars 2023 et qui à chaque fois tire la sonnette d'alarme, supposant que si l'on ne fait rien, le monde court à sa perte, hein, ça fait un peu comme le ciel nous tombe sur la tête par Astérix. Bon, c'est un petit peu moins drôle là pour le coup. Et qui nous offre du coup un discours apocalyptique, l'apocalypse, où la décroissance est vendue comme un retour à l'essentiel, la décroissance telle une propagande sous couvert de morale, ce qui rentre en contradiction avec ce à quoi nous sommes encouragés dans nos sociétés capitalistes, puisque la consommation, c'est ça qui permet la croissance. C'est quand même un indicateur de puissance d'un pays, notamment avec le PIB. Alors, nous sommes devant une injonction paradoxale. Parce qu'en même temps, on nous encourage à consommer, donc de gré ou de force, hein, avec l'obsolescence programmée, qui n'a pas eu à changer son matériel informatique ou ses électroménagers qui d'un seul coup tombent en panne. Et en même temps, on doit accepter ce sacrifice, même de se laisser ruiner jusqu'à céder sa liberté fondamentale, hein, celle d'aller et venir, la circulation alternée par exemple, celle même d'avoir son propre chez-soi. On rappelle qu'en France, on a eu ce ministre du Logement Emmanuel Vargon, qui a qualifié en octobre 2021 les maisons individuelles de non-sens écologique, économique et social, voire même peut-être de se restreindre dans nos besoins les plus essentiels, comme de manger, comme de s'hydrater, hein. Il a été question de limiter au niveau de l'eau, l'eau potable, tel un Vatican de l'écologisme qui nous dresse la mission de sauver la planète, des gens nous indiquant le bien et le mal dans nos comportements de consommateurs, usant comme toute religion de la culpabilité, de la honte. Voilà, donc un doxa, un discours moralisateur où les non-croyants, peut-être, ce sont les écolo-sceptiques, ces nouveaux méchants, voire des hérétiques. On va assister à une chasse aux sorcières, peut-être, au risque du bûcher. Quand Macron parle d'un état d'urgence écologique, hein, ceci en novembre 2022, qu'entend-il par là? Et ce n'est pas fini puisque là, très récemment, d'ailleurs c'est encore en cours, en ce début octobre 2023, en France, on a un groupe transpartisan de députés qui travaille actuellement sur une proposition de loi en faveur, disent-ils, d'une plus grande responsabilité des médias concernant les sujets environnementaux, accusant ce qu'ils appellent les climato-sceptiques de déformer les faits scientifiques. Parce qu'ils ne délivrent pas sans doute le consensus du GIEC. Alors, n'est-ce pas étonnant de s'interroger, de contester le scepticisme en science? Moi, je pensais que c'était une qualité, du coup, c'est montré comme un défaut. En tout cas, pour ma part, ça me rend sceptique sur ce groupe de députés dont les motivations ne peuvent assurément être de la science. Quand du coup l'écologie est confondue avec de fausses mesures, qui devient cette dérive, cet écologisme qui nous dresse une liste de mesures qui interroge, allant, en tout cas en mon souvenir, de l'interdiction des sacs de caisse plastiques, qui est une cible exclusive de la lutte contre le plastique, à aujourd'hui la taxe carbone, hein, contre le gaz carbonique, le CO2 diabolisé.
Pour les sacs de caisse, on a une forme de religion quand même, hein, donc ça a démarré en 2006. On a ce dogme qui nous dit que si l'on supprime les sacs de caisse, il n'y aura plus de pollution plastique, hein, c'est la solution, avec des rituels. Donc on a un tote bag, hein, du coup qui montre que l'on est responsable, qu'on sauve, la planète. Des boucs émissaires, bah, évidemment ceux qui disent non au sac. Alors ce qui est étonnant là aujourd'hui, c'est qu'on a eu d'abord des sacs plastiques, de caisse payants, maintenant on est des sacs, papier payants. On ne sait pas très bien comment s'est fait la transition, enfin l'explication. Et nous avons donc des interdits, l'interdiction de ces sacs avec risque d'amende pour les commerces qui s'aviseraient d'en donner. Donc ça, c'est assez radical en général. Alors le texte de loi qui dit, en cas de non-respect de cette interdiction, le contrevenant peut être mis en demeure de respecter la réglementation. S'il passe outre, il est passible des sanctions administratives et ou des sanctions pénales prévues par le Code de l'environnement. Et ça ne plaisante pas parce que c'est soit 2 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Ça coûte un peu cher la distribution du sac plastique. Donc moi j'avais fait un article qui était sur mes précédents sites que j'ai remis en 2006 là-dessus. Alors j'étais contre ces interdictions, évidemment assurément culpabilisantes, mais surtout qui me semblent insulter notre intelligence car évidemment ça ne peut en aucun cas régler la pollution plastique, qui est réelle d'ailleurs, elle. Quant aussi, ben, aujourd'hui, du coup, je ne sais pas si c'est un rapport, mais on a une hausse du simili-cuir qui remplace le cuir et qui, lui, est bourré de plastique. Sur ce genre d'interdiction, c'est un peu ces gadgets quoi, hein, qui imposent, des petits gestes, qui font poser la question, à qui profite, cette, écologie puisque, nous n'avons pas, eu de résultats sur la suppression de la gratuité des sacs de caisse. Est-ce que où on en est où du plastique? Où on en est notamment, ce qui est le plus effrayant, visuellement de ce 7e continent, le continent poubelle, hein, qui est une gigantesque décharge, de plastique qui évolue entre Hawaï et la Californie. Est-ce que d'autres mesures gadgets qui ont existé entre-temps, peuvent avoir un impact? Donc on a eu l'interdiction des pailles en plastique, des couverts en plastique, des tiges en bâtonnet et puis là on a une super interdiction qui est en cours enfin en mise en place, qui est l'interdiction des paillettes. Alors voilà, là mais évidemment, je vois pas toujours rien sur, le 7e continent qui évidemment continuera à grossir tant qu'on ne s'attaquera pas aux réelles causes. Alors donc ce GIEC qui est missionné à sauver la planète sur les questions du climat, qui prétend que l'on pourrait réguler et aussi sur les déchets, hein, ça fait partie de son travail, donc notamment plastique, qui là aussi il ferait une régulation. Le plastique, hein, qui est fabriqué, avec du pétrole, donc le GIEC, un de ses missions, c'est par rapport aux énergies fossiles, hein, dès que ça touche puisqu'il est contre les énergies fossiles. Alors d'un côté, donc on a ce GIEC et de l'autre, on a un autre sauveur qui s'appelait l'OMS. Alors le GIEC donc qui sauve la planète avec l'OMS qui sauve la santé des populations, hein. On a presque un triangle de Cartman, quoique ça ne sera pas les mêmes, hein, du sauveur au bourreau, mais qui ne sera certainement pas victime. Donc l'OMS qui est l'Organisation mondiale de la santé, hein, le CSI en parle aussi plutôt très souvent et fort heureusement, parce que l'OMS a mis en place des mesures dites sanitaires pour mettre aussi en place une médecine universelle. Alors là, ça sera pour le Covid. Et dans ces mesures, eh ben, on a eu un grand renfort de plastique avec les masques faciaux, les gants, les plexiglas, quand pourtant micro et nanoplastiques étaient auparavant déclarés dangereux pour la santé autant que polluants. Donc là, j'ai une image d'une de ces pollutions d'ailleurs qu'on trouve dans les océans. Je ne sais pas si je peux la mettre. Hop, non. Ah bah voilà.
Donc on peut voir, ça on en avait pas mal vu des images partout, à la fois des masques par terre, tout. Bon là c'est parce qu'aussi c'est dans l'océan, puisque j'ai parlé du continent plastique. Alors je ne sais pas s'il va se retrouver dans ce continent plastique, mais en tout cas, bon. Du coup, la crise Covid va créer cette récente collision entre le GIEC et l'OMS. Parce que après cette interdiction de la gratuité, donc quand même relative, des sacs de caisse en plastique, rappelons que c'était quand même une consommation très très marginale. La consommation des sacs de caisse en pleine période de distribution en 2006, ça correspondait à 0,56% des ménages. Hein, les déchets des ménages. Donc c'était vraiment très très marginal. En revanche, cette injonction de protection, que ce soit les masques, les gants, etc., là pour le coup, c'est pas du tout marginal. Donc ce surplus de plastique se répand partout, qui répand partout leurs micro et nanoplastiques. Rappelons que rien n'a été prévu en termes de destruction de ces déchets. Quand aussi, en plus, la certitude sur la protection contre un virus, avec le masque notamment, ressemble plus à un rite religieux qu'à une utilité médicale, hein. D'ailleurs, n'est-ce pas ce qui était indiqué sur les emballages au tout début, hein, que le masque ne protégeait pas du virus? Alors, on ne peut que, pour l'instant, avoir un ton ironique, parce que, ces masques faciaux, moi j'avais déjà écrit, quand on nous a fait en France, l'obligation, dans les lieux clos, mi-juillet 2020, où j'avais écrit: «Masque obligatoire, une mesure sans mesure, une démesure», d'ailleurs qui a été repris en septembre 2023 par, François avec le retour du masque, puisque Aurélien Rousseau, parlait déjà de remettre le masque, hein, donc c'est que là aussi c'était il y a 2 mois. Et aussi du coup vous encourage, notamment à voir cette vidéo du CSI numéro 62 avec le docteur Éric Loridan que j'ai présenté au tout début, et d'ailleurs c'est pour ça aussi que j'avais été le voir, qui en tant que chirurgien, fait son enquête et découvre que même dans les blocs opératoires, le masque ne fait pas de différence, donc avec masque ou sans masque au niveau des opérations. En tout cas, l'évidence, c'est que l'OMS vient donc d'intensifier une pollution, cette pollution plastique, quand pourtant le GIEC n'en fait pas mention et préfère nous montrer une sécheresse, cet été qui n'a pas eu lieu et qui même on a eu un été très pluvieux en France, hein, qui a ce pied de nez que météo et climat qui résisteront toujours de par leur nature locale et imprévisible à la mondialisation. Pour autant, l'on note une récidive, hein, pour ce mois de novembre, hein, en ce moment, que BFM qui titre encore, ils n'en sortent pas, que c'est la sécheresse malgré les pluies. Hein, la sécheresse malgré les pluies, les nappes phréatiques sont encore en déficit. Enfin bon, les injonctions de l'OMS quand même deviennent une source de pollution. Cette mec de la santé, peut-être, a fini de décider que les masques grand public, ce nouveau code vestimentaire était fortement recommandé, voire après imposé par les États pour nous protéger contre une épidémie de Covid, hein, casser les chaînes de transmission, qui du coup l'a fait à la fois s'opposer au GIEC avec la pollution plastique, même si le GIEC n'en a rien dit, et aussi l'a fait s'opposer à elle-même, hein, puisqu'elle elle avait déclaré auparavant que le plastique avec les micro et nanoplastiques était dangereux pour la santé. Alors, aujourd'hui, va-t-on assister à une opposition persistante entre ces deux organismes, on va dire mondialistes? Sont-ils inconciliables? Eh bien, l'avenir, et même maintenant, semble nous dire non, puisque j'apprends qu'une réconciliation est en cours entre le GIEC et l'OMS, avec la COP28. Dans une lettre inédite, le monde de la santé demande l'abandon des énergies fossiles, hein. L'énergie fossile, la bataille principale du GIEC. Donc, depuis aujourd'hui et ce jusqu'au 12 décembre, nous assistons à la 28e conférence des parties sur le climat de l'ONU, évidemment, qui se situe à Dubaï, aux Émirats arabes unis, qui du coup n'utilise pas du tout, alors pas du tout, mais pas du tout d'énergie fossile. Bon,
Bref, dans un courrier adressé au président de la COP28, au sultan Ahmed Al-Jaber, on nous informe que plus de 46 millions de professionnels de la santé qui demanderaient de veiller à ce que les négociations de Dubaï aboutissent à une accélération de la suppression des combustibles fossiles, des énergies fossiles, et que cette décision serait décisive pour la santé. Bon, la vérité, je ne vais pas aller là-dessus, mais c'est plutôt l'inverse. Ça risque de créer énormément de problèmes pour la santé. Parce que s'il n'y a pas d'énergie fossile, il y a d'autres façons, notamment pour préparer ces plats, qui là créent des vrais problèmes d'intoxication et de danger pour les populations. Mais bon, en tout cas, main dans la main, les recommandations santé vont aussi se retrouver réalignées avec le GIEC. Du coup, bon, alors je vais parler quand même de l'OMS. Donc l'OMS, cette Organisation mondiale de la santé. L'OMS, comme le GIEC, a son siège social en Suisse. Comme le GIEC a été une émanation de l'ONU. En revanche, l'OMS a été créée en 1948. On y retrouve avec l'OMS une uniformisation des recommandations, là aussi une mondialisation que l'on voit au travers des injonctions, les mêmes pour tous, avec l'idée une médecine allopathique qui a recours uniquement aux produits de Big Pharma. Alors, en quoi les recommandations de l'OMS concernant le Covid, qui sont diffusées par les médias mainstream, les médias de référence, les médias de masse, peuvent faire penser à une imposture scientifique. Alors pour ce faire, je me suis servie ce que je vais dire, un vadémocum qui a été donné dans le livre de Michel de Pracontal en 3 étapes pour voir s'il y a imposture scientifique dans les médias. Alors, première étape, la découverte est trop vite validée sans de données précises. Eh ben, au niveau du Covid, de la couverture médiatique sur le Covid, on nous a dit sortir de l'épidémie grâce au vaccin. Donc le vaccin, grâce à ça, c'en est fini du Covid. Bon, ça c'est ce qu'a été, c'était la baguette magique, la solution miracle. Deuxième étape, une période de confusion avec des rumeurs contradictoires. Bah oui, deuxième étape, on allait sortir du Covid avec le vaccin, bah mince, l'épidémie continue et touche même ceux qui sont vaccinés. Troisième étape, le détail crucial est révélé qui annule la validité de la découverte. Ah bah oui, nous on a eu au moins un détail crucial, on a eu Pfizer qui avoue ne pas avoir testé l'efficacité de ses vaccins contre la transmission du Covid. Donc qui ne casse pas les chaînes de la transmission, hein, c'est un terme qu'on nous a souvent répété. Grâce à cette déclaration, elle s'est faite par une représentante de Pfizer, Janine Small, le 10 octobre 2022 au Parlement européen. Et aujourd'hui, on a toujours encore un nouveau détail crucial, cette fois-ci orchestré par Jean-François Delfrécy, qui ce 24 octobre 2023 notamment, à l'émission Télématin sur France 2, donc ce président du conseil scientifique, alors je vais rappeler ce qu'est le conseil scientifique, qui a été institué le 11 mars 2020 par Olivier Véran, alors ministre des Solidarités et de la Santé, pour, dit-il, éclairer la décision publique dans la gestion de la situation sanitaire liée au coronavirus. Qui rappelle qu'au tout début, on ne disait pas Covid, hein, on disait coronavirus. Ça, c'est Wikipédia, hein, c'est une source Wikipédia. Et donc, Véran l'a institué à la demande de Macron, excusez-moi. Et est-ce que c'est pour justifier ainsi la caution scientifique de toutes les mesures politiques qui ont été prises à l'encontre de la population? En tout cas, Jean-François Delfrécy, donc ce professeur nous déclare que le vaccin ne protégeait pas contre la transmission de Covid, que oui, le conseil scientifique a pu se tromper, que le vaccin n'a pas joué le rôle qu'on attendait, que oui, les vaccins ARN, ARN messager ont des effets secondaires, et, on dirait cerise sur le gâteau, si je puis dire, que Véran était au courant en mars 2021. Donc en mars 2021, 4 mois avant la mise en place du pass sanitaire, juillet 2021, plus l'obligation vaccinale
notamment du personnel soignant qui a créé cette situation inacceptable des suspendus. Donc 4 mois avant le pass sanitaire, Véran était au courant que le vaccin ne protégeait pas contre la transmission, que le conseil scientifique s'était trompé, que les vaccins ne jouaient pas le rôle qu'on attendait et que les ARN avaient des effets secondaires. Nous assistons à un professeur en pleine promotion de son dernier ouvrage intitulé « Un médecin au front » aux éditions du Seuil. En 2010, on parlait du mythe climatique. Le Seuil, en 2023, publie Monsieur Delfrécy, qui nous avoue que nous nous sommes trompés initialement en disant qu'il protégeait contre la transmission. Rappelons que son avant-dernier livre s'intitulait « 40 ans de bioéthique en France » aux éditions Adrien Jacob et qu'il est toujours président du comité consultatif d'éthique et ce depuis 2016. Bon, donc aujourd'hui, au XXIe siècle, nous avons effectivement un amalgame sciences et religion et un amalgame sciences et politique. On le voit là par rapport à cet exemple français. On le voit avec la création donc, de ce conseil scientifique. On le voit à l'international avec l'OMS et le GIEC, ces deux organismes mondialistes qui édictent des consignes. Consignes qu'il s'agit absolument de suivre, qui condamnent les réfractaires, qui nous donnent des amendes au mieux, et qui pourtant se disent scientifiques, qui assènent un consensus scientifique, donc il devrait faire se méfier, ce terme de consensus scientifique, dont l'expression est un non-sens. Comme je l'expliquais tout à l'heure, ça a été utilisé par les créationnistes pour décrédibiliser et s'imposer. Donc nous avons une mondialisation des recommandations vers une uniformisation. Alors, n'est-ce pas une négation du terrain, assurément? Quand, en se prévalant d'un savoir, d'une science qui ne s'appuie que sur des modélisations, et donc une absence d'expérimentation, une absence d'observation, où est la science moderne qui base ses conclusions sur l'expérimentation et l'observation? Sommes-nous revenus d'avant Galilée, avant cet avant et après, ce XVIIe siècle? Ne sommes-nous pas dans le champ de la croyance qui mène au fanatisme de certains, tant les discours culpabilisateurs sont renforcés, banalisés? N'avons-nous pas affaire avec ces organismes dogmatiques qui émanent de l'ONU, effectivement un Vatican de l'écologisme pour le GIEC, à une Mecque de la santé pour l'OMS dans cette confusion science et religion, quant aussi l'ONU qui est un organisme politique qui fait se confondre politique et science, comme d'ailleurs l'avait titré Wikipédia dans sa fiche Wikipédia sur le GIEC. Pour rappel, quand même, les différences fondamentales entre politique et science. La politique ne pose pas de questions, elle met en actes concrets, elle organise sur un temps court, elle met en application selon certaines idéologies. Elle est idéologue, la science n'est pas idéologue. La science cherche, la politique doit trouver des actions. Que cette confusion pose la question de l'imposture en science, plus que ça, de l'imposture, mais du grand danger, qui est de laisser amalgamer par les politiques ou toute forme de pouvoir, le savoir, la science et la croyance, la religion, qui fait sauter les frontières fondamentales entre vie publique, vie privée, vie intime, vie de chacun et de tous, cette intrusion qui fait fi de la singularité de chacun, de son être, de son âme, au risque de nous faire devenir un objet, un mécanisme, peut-être une marchandise humaine. Alors, quelle peut être demain la science? Qu'est-ce que l'on peut souhaiter? N'est-ce pas une science au service de tous? La pratique scientifique, et de tout temps, il y a eu des dérives, contredit le mythe de la vérité scientifique qui montre que les savants, les experts ne correspondent pas à l'image d'Épinal fabriquée par l'école et les médias. Quand dans l'esprit du grand public, sa science effectivement est associée à un savoir absolu qui aimante ceux qui voudraient être détenteurs d'avoir absolument raison.
un pouvoir prodigieux qui peut facilement abuser, tellement le scientifiquement prouvé donne une légitimité, favorise les financements, ce qu'on avait vu par rapport aux motivations de Freud, au tout début du moins. Quand les chiffres, aujourd'hui, les modèles prédictifs sont utilisés à la place des observations du terrain et que les mesures politiques ne se basent que sur des prédictions, voire sur des spéculations, quand le milieu scientifique, voilà, avec tous les défauts qu'il peut avoir, peut être mu par l'espoir irrationnel, les préjugés, la quête de gloire, la rivalité, les enjeux idéologiques et les intérêts économiques autant que la recherche de vérité. Alors c'est à chacun, n'est-ce pas, de cultiver un état d'esprit scientifique, que nous soyons scientifiques ou pas, qui permet de voir ce que permet la science et surtout ce qu'elle n'est pas. Voir cette fausse science en marche, clin d'œil, avoir conscience de notre pouvoir en tant que citoyen, que nous soyons scientifiques ou pas, que notre place n'est pas de celle d'obéir en croyant que certains savent mieux que nous, par exemple concernant nos médecins, notre médecin de famille, en tout cas notre médecin généraliste, qui peut croire savoir que, s'il sait certains éléments, et fort heureusement pour nous, sur une maladie, il ne peut tout savoir sur une maladie et surtout, on ne peut exiger qu'il le sache. Alors, quand l'esprit scientifique nous ramène à cette réalité que l'on ne peut donner de réponse à la question Adam avait-il un nombril, qui va du coup rester au stade d'une énigme que la science ne peut résoudre, parce que la science ne peut répondre à cette question, qu'elle n'est pas non plus religion, qu'elle ne répond pas aux questions existentielles. En revanche, elle nous apprend ce qui est de l'ordre philosophique, cette humilité qui nourrit aussi une quête permanente de savoir, que l'on ne sait rien tout à fait, qui alimente ce plaisir de chercher, d'apprendre encore et de partager, de la recherche qui est renouvelée à chaque nouvelle découverte. Seul le savant se sait ignorant, c'est parce qu'il est savant qu'il se sait ignorant et se sachant ignorant, il fait encore de nouvelles découvertes. Qu'il s'agit d'accepter, d'enfin savoir que l'on ne sait rien, comme l'a si bien dit Jean Gabin. Alors, je vais voir si j'arrive à mettre comme il faut cette vignette. Je n'y arrive pas. Hop. Non. Bon. Je sais qu'on ne sait jamais. Bon. Bon. Alors, qui dit maintenant je sais qu'on ne sait jamais. Oui, maintenant je sais qu'on ne sait jamais. Donc cette sagesse qui nous a été... Je sais qu'on ne sait jamais. Merci Monsieur Gavin. Donc cette recherche sans fin, une recherche pour elle-même, n'est-ce pas cela la science? N'est-ce pas cela la vie même? Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup Laurence pour cette présentation extrêmement intéressante, extrêmement complète aussi et très bien argumentée. J'ai beaucoup aimé différents passages, mais on pourra y revenir. Je vais laisser la parole à Vincent, qui est là pour faire le rôle du discutant. Moi, je resterai juste voilà, la maîtresse du temps. Voilà. Merci Emmanuel, merci beaucoup Laurence. Effectivement, comme l'a dit Emmanuel, une présentation extrêmement riche, extrêmement dense, avec énormément d'informations et d'analyses, d'ouverture épistémologique, bien sûr, philosophique également, mais avec ce que j'aime bien et qui est devenu un petit peu pour moi un sujet de préoccupation important, ce qu'on appelle une philosophie du présent. C'est-à-dire essayer de comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui à la lumière et à travers des méthodes de philosophie, d'interrogation philosophique, qui doivent nous permettre de donner du sens. Et ça a été, je vais revenir un peu dans ce que tu as dit, donc la première partie de ton intervention sur, au fond, en quoi la science pouvait-elle nous permettre de donner un sens à notre existence, et au fond, n'est-ce pas un peu désespéré de demander à la science de donner un sens à l'existence et de répondre aux questions fondamentales effectivement de l'humanité. Alors, j'aimerais à ce titre rappeler et remettre sur le terrain un philosophe qui pour moi est extrêmement important dans ces directions, qui est Edmund Husserl,
qui a été effectivement au XXe siècle, au début du XXe siècle, un des premiers à vouloir critiquer la science, mais sans la critiquer dans sa scientificité, c'est-à-dire que le début du XXe, si on le replace en termes de découverte scientifique, c'est à la fois dans les sciences du langage et des mathématiques, on va dire, la découverte de la logique et le développement de la logique avec des penseurs comme Russell, comme bien sûr Gödel, voilà, le nom m'échappait, mais également, bien sûr, les sciences de l'atome et la physique atomique triomphante qui ont effectivement été des grands sujets de développement. Donc, après la logique, il y aura l'informatique et bien sûr, derrière les sciences de l'atome, tout ce qu'on connaît, mécanique quantique, bien sûr, mais également toute la science des particules et puis la relativité. Et donc, en fait, Husserl, qui évolue dans ce moment-là, voit en même temps arriver les totalitarismes parce que tu as dans la seconde partie de ta présentation évoqué effectivement des organismes à vocation scientifique ou se prétendant scientifiques, mais qui finalement agissaient de manière dogmatique avec derrière tout simplement des prétentions carrément totalitaires dans l'organisation de la société, au point que les libertés fondamentales des individus vont être supprimées. On le voit très bien avec le GIEC et le passe carbone qui nous pend au nez et qui va être la restriction dans la mobilité. Et puis en épidémiologie, avec l'OMS, on l'a vu avec les passes sanitaires, donc qui sont la restriction de mouvement des individus par peur de la progression. Tout ça sur base, dit-on, de résultats et de conquêtes scientifiques, alors qu'effectivement, ça n'en est pas le cas. Donc Husserl voyait arriver les totalitarismes, qui sont justement cette confusion entre politique et science, puisque chez Hannah Arendt, quand elle décrit effectivement les grands totalitarismes, elle explique très bien qu'il y a une perversion de la loi et que normalement dans la recherche politique, c'est une recherche de la morale en fait, de sorte que le bonheur de l'individu puisse être développé en même temps que le bonheur quelque part de la société. Et c'est vraiment une recherche du bien, du bon quelque part dans l'organisation humaine, là où chez les soviétiques staliniens et chez les nazis donc allemands, c'était la mise en conformité avec les lois de la nature pour les nazis. Donc Hitler dira que le nazisme c'est de la biologie appliquée, là où chez les soviétiques c'est la volonté de vouloir respecter les lois de l'histoire. Donc en fait, il y aurait une chance historique de l'évolution de l'humanité, nous dit Marx, le matérialisme historique. Et donc il faudrait se conformer scientifiquement, politiquement à ces dogmes scientifiques qui nous indique en fait comment évolue effectivement la société. Donc en fait, c'est cette confusion entre science et politique qui arrive dans les grands totalitarismes des années 30. Husserl, bien sûr, les voit arriver et en fait essaie de trouver une manière en fait de séparer justement quelque part science et politique, ou en tout cas explique que si la science est si admirable, elle n'est pas admirable en ce qu'elle permettrait de donner un sens à la vie humaine, et donc certainement pas une manière d'organiser humainement les sociétés et donc de les organiser politiquement. Et il va dire, donc là je vais citer Husserl justement dans son grand ouvrage, hein, qui est son ouvrage même posthume, c'est La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, donc qui est un recueil de textes qui paraît donc 20 ans après la mort quelque part de Husserl, donc qui était un philosophe juif justement qui a été écarté de l'université allemande suite à l'arrivée donc des nazis au pouvoir. Et il va dire dans l'introduction, donc je conseille, alors le bouquin est très dur à lire, hein, par contre ça c'est une certitude, mais il y a dans l'introduction de ce livre les questions fondamentales et les phrases fondamentales qu'on peut aller chercher. Et Husserl dit quelque chose de très important. Il dit voilà, dans la détresse de notre vie, cette science n'a rien à nous dire. Les questions qu'elle exclut par principe sont précisément les questions qui sont les plus brûlantes à notre époque malheureuse pour une humanité abandonnée au bouleversement du destin. 2 points, ce sont les questions qui portent sur le sens ou sur l'absence de sens de toute cette existence humaine. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que Husserl comprend la faillite du positivisme qui, comme tu l'as évoqué, en fait, était au 19e, fin 19e, début 20e. Donc, tu as évoqué effectivement au 19e l'arrivée des nouvelles sciences, en fait. Mais ce n'est pas juste l'arrivée des nouvelles sciences, c'est bien sûr l'idée que la discussion scientifique allait remplacer toute forme de discussion
dans n'importe quel domaine de la pensée. Et le positivisme, quelque part, marque la fin de la philosophie, et c'est un peu ce que nous dit Husserl. On est arrivé donc au début du XXe siècle à un état de la discussion où la philosophie a perdu le combat par rapport à la science, et toute forme de questionnement humain doit être traitée dans un cadre scientifique. Or, nous dit Husserl encore une fois, eh bien, la science, c'est les faits, et effectivement, alors je retrouve la phrase. Euh, euh, voilà, donc une science, un monde une humanité de fait, pardon, une science de fait n'engendre qu'une humanité de fait. Voilà, c'est ça. Autrement dit, bon, il y a rien à trouver là-dedans. Et donc, c'est je pense, la leçon fondamentale de Husserl, d'avoir bien fait comprendre que finalement, il y a des questions qui vont être traitées par la science, mais les questions fondamentales que l'homme pose sur le sens de sa vie n'auront jamais aucune réponse scientifique. Et alors là, ça me fait faire une transition importante avec effectivement un grand scientifique, hélas, qui lui verse dans le positivisme le plus béat et le moins philosophique, qui est Alain Aspect. Vous savez, Alain Aspect, c'est notre prix Nobel de physique de l'année dernière, donc qui a eu le prix Nobel de physique en mécanique quantique, et qui déclarait, donc c'était au moment l'année dernière, il s'adressait aux jeunes sur France Inter, et en fait, il répondait implicitement à la question justement de la vaccination. La vaccination étant pour lui, dans son esprit, manifestement, un résultat scientifique incontestable, et qui devait permettre à l'humanité de retrouver quelque part ce fonctionnement heureux, donc par l'éradication du virus. Alors évidemment, ça n'a jamais eu lieu, et tu l'as très bien rappelé. Des épidémies ont continué à exploser partout là où, hélas, des gens étaient vaccinés. Et donc, Alain Aspect dira sur France Inter cette phrase assez atroce. Voilà, la science n'est pas l'ennemi des problèmes actuels. La science est la solution. Lancez-vous dans la science avec l'objectif de résoudre ces problèmes qui vous intéressent. Et donc, en fait, on voit que encore aujourd'hui, donc à l'opposé de ce que tu as très bien rappelé, Alain Aspect verse dans le positivisme le plus naïf, le plus béat, en faisant de la science eh bien, le seul terrain de la discussion, quel que soit le problème, y compris si c'est un problème plutôt d'ordre métaphysique. Et d'ailleurs, je pose cette question, est-ce qu'on peut parler d'amour d'un point de vue scientifique? Et effectivement, il y a un très grand nombre de questions métaphysiques par principe qui échappent à la science, et la morale en fait partie. Il ne peut pas y avoir de science liée à la morale. La morale est essentiellement une discussion métaphysique. Et donc du coup, voilà, tu as très bien rappelé. Voilà. Et la science en particulier ne pourra pas prendre la place de la religion. C'est-à-dire qu'effectivement, tout ça pour conclure, que la religion répond à des questions qui sont précisément non scientifiques, et que vouloir remplacer eh bien, la religion par la science, c'est quelque chose d'absurde, même si justement Auguste Comte, donc par le positivisme, voulait faire de la science une religion. Et donc, ça posait effectivement un certain nombre de problèmes. Alors, juste sur la phrase d'Alain Aspect, donc, qui sera dans mon prochain bouquin, et après, je donne la parole à Emmanuel qui la réclame. Donc, dans cette phrase d'Alain Aspect, la science n'est pas l'ennemi des problèmes actuels, la science est la solution. Lancez-vous dans la science avec l'objectif de résoudre ces problèmes qui vous intéressent. Eh bien, tout simplement, si l'on remplace la science par Dieu, dans cette phrase, on obtiendra Dieu est la solution, avancer vers Dieu avec l'objectif de résoudre les problèmes qui vous intéressent. Donc, on voit effectivement que structurellement, dans l'approche scientifique d'Alain Aspect, il y a quelque chose de la religion. En tout cas, voilà. Donc, c'était juste sur la première partie. Donc, je vais laisser Emmanuel, et après, je reviendrai sur la seconde partie de l'intervention de Laurence. Emmanuel. Non, en fait, moi, je voulais donner la parole à Laurence pour qu'elle puisse intervenir, en fait. Voilà. Laurence, la parole est à toi. Parce que sinon, il part pendant 1 heure. Ce que je voulais dire aussi, c'est que même en science, la science n'est pas consensuelle, ou alors on ne parle pas de la même science que ce que dit cette personne. La science, et notamment, justement, tu parles de la physique quantique. En fait, moi, j'avais lu tous les débats et tous les débats qu'il existe encore sur ce qui est, sur ce qui n'est pas, puisque la physique quantique montre toute la variabilité sur le côté imprévisible, tout en étant prévisible à certains niveaux.
et qu'en fait, les discussions scientifiques sont passionnantes parce qu'elles sont multiples, justement. Il n'y a pas la solution. Et c'est ça qui est aussi assez inquiétant, de nous faire passer de la science sur, en fait, qui sont que des dogmes autoritaires qui ne sont en aucun cas en plus de la science. Donc même ça, même sur si on regarde cette chose merveilleuse que peut permettre la science, même sans amalgame, faire croire que la science est unique, est une réponse unique, c'est un énorme mensonge, c'est une imposture en tout cas. Oui, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec ça. Bon, d'abord, la science est un grand champ de discussion qui est toujours polémique, toujours susceptible d'évolution. Par principe de remise en cause. Et alors surtout, il y a des conditions épistémologiques de la science. Quand on prend effectivement le problème d'une science entre guillemets comme le climat, c'est que c'est quelque chose qui est typiquement non reproductible. Voilà. Donc du coup, c'est comme le Big Bang. Le Big Bang, on est vraiment à la limite de la science parce que bon, d'abord les manières d'observer les traces du Big Bang sont extrêmement difficiles et c'est quelque chose qui par nature est hautement non reproductible. Donc on est vraiment souvent épistémologiquement dans des limites très importantes et c'est ce qui fait tout le problème de vouloir effectivement qualifier de scientifique quelque chose qui est épistémologiquement le très peu. C'est pareil pour l'épidémiologie. L'épidémiologie n'est pas une science, il n'y a pas de prédiction à faire en épidémiologie, il y a éventuellement des analyses a posteriori à faire, mais c'est pas du tout la même chose, il n'y a pas de loi, en tout cas c'est mon point de vue assez clair, de la diffusion des virus, tout ça est très délicat, et le vivant n'est pas l'inerte, donc ça c'est pour la coupure épistémologique entre le biologique et le physique, qui est une coupure fondamentale, qui est hélas ignorée par beaucoup de monde. Alors juste, je vais reprendre rapidement la deuxième partie de ton exposé, parce que pareil, c'est très riche et il y a énormément de choses à dire, et je vais faire le lien directement avec la semaine dernière, Emmanuel, Louis et moi-même étions, il y a bientôt 15 jours, à l'International Covid Summit à Bucarest en Roumanie, mais qui s'est rebaptisé l'International Crisis Summit. Donc congrès international, on va dire, sur la crise et non plus seulement sur le Covid, parce que il y a cette idée que le Covid était le symptôme de quelque chose, mais quelque chose de plus profond que simplement une crise sanitaire. Il y a quelque chose de... Et force a été de constater que durant cette conférence internationale, qui est structurée exactement comme un congrès scientifique avec des gens avec des compétences spécifiques, on va dire, qui viennent parler d'un sujet qu'ils connaissent. On a eu la convergence, effectivement, comme tu l'as traité dans ton exposé, des questions d'épidémiologie, donc liées plutôt à l'OMS, et des questions du climat. C'est très important, effectivement, cette convergence, j'allais dire, effectivement, des sujets, parce que comme tu l'as très bien dit, entre l'OMS et le GIEC, il y a des similarités très profondes dans le dogmatisme et dans cette confusion entre la science et la politique, comment finalement des prétendues sciences, parce qu'on est effectivement épistémologiquement beaucoup plus dans des prétendues sciences qu'autre chose, viennent imposer en fait le fonctionnement de la société, en particulier avec des interdictions très fortes qui sont recommandées. On voit très bien ça dans le prochain traité de pandémie de l'OMS, qui en fait est établi en convergence avec la Commission européenne et le Parlement européen. À ce titre, la Commission, un certain nombre de députés du Parlement européen essaient d'alerter là-dessus, Virginie Joron notamment, également Michel Rivasi qui travaillait, on avait travaillé échangé un petit peu avec Michel Rivasi à l'époque sur ce justement traité de pandémie de l'OMS, mais qui en fait vient sûrement de l'Union européenne, et derrière l'Union européenne, on le sait, il y a les McKinsey et les Big Pharma qui rédigent bien sûr tout ce genre de choses. Mais cette convergence en fait climat, épidémiologie quelque part, comme tu l'as dit, elle va vers un rapprochement du GIEC et de l'OMS, et même aujourd'hui l'OMS prend en charge les questions du climat. C'est très important de le savoir. On a eu justement à l'International Crisis Summit une présentation, et il y a des gens qui s'intéressent de plus en plus au fonctionnement
de l'OMS, en fait, ces règlements intérieurs, les rapports qui sont produits, la philosophie qu'il y a derrière. Il y a, par exemple, une psychologue qui s'appelle Ariane Billerand qui travaille sur les droits sexuels et les standards sexuels de l'OMS. Donc, ils sont pris effectivement également dans le discours de l'OMS. Mais juste, je vous donne un petit... voilà, donc il y a un projet à l'OMS qui s'appelle le projet One Health, donc une seule santé, qui est justement un projet qui intègre dans son discours à la fois ce qui concerne la santé et ce qui concerne l'environnement, et notamment donc bien sûr dans l'environnement le climat. Donc je vous dis, donc je lis là, je suis sur un site qui est le site de l'ANSES, donc qui est un site tout à fait officiel gouvernemental, et qui nous renseigne sur ce que c'est que l'approche One Health, donc une seule santé. Et on nous dit les organismes vivants et les écosystèmes, donc vous voyez, sont interconnectés et la santé des uns dépend de celle des autres. One Health, ou une seule santé en français, tient compte de ces liens complexes dans une approche globale des enjeux sanitaires. Celle-ci donc inclut la santé des animaux, des végétaux et des êtres humains, ainsi que les perturbations de l'environnement générées par l'activité humaine. Donc tu vois, on est vraiment dans la convergence, comme tu l'as très bien dit, de l'OMS sur les questions en fait climatiques et les questions épidémiologiques. Et les deux vont donner lieu au même type de narratif, au même type effectivement de décisions totalitaires prises sur la base de fausses sciences, de faux consensus. Tu l'as très bien rappelé, il n'y a pas de consensus en science. La science, c'est par principe le champ du dissensus. Avec l'OMS et le GIEC, qui sont des organisations extra donc étatiques, donc non gouvernementales, créées dans des conditions après la guerre par l'entremise de l'ONU, des grandes organisations internationales notamment, et qui convergent dans une seule et même discours, et discours d'ailleurs bien repris par les écologistes en France, qui ont une vision très particulière, tu l'as très bien dit encore, effectivement sur une fausse écologie qui est basée quelque part sur la confiscation du débat politique à travers des vérités qui seraient des vérités scientifiques qui n'en sont pas en fait, et qui contre lesquelles on ne pourrait rien faire sinon essayer de s'adapter, et en particulier restreindre les libertés fondamentales. La politique, comme tu l'as très bien dit encore, confond le public et le privé, et donc vient s'approprier jusque dans l'intimité, dans les libertés fondamentales des uns et des autres. Et donc, c'est ce qu'on voit arriver avec des projets hallucinants. Il y avait eu, je tiens à le signaler parce que tu l'as sûrement lu, je pense Laurence et Emmanuel aussi. Vous savez, il y a eu un projet récemment de lutte contre les dérives sectaires, qui est en fait l'idée que tout discours critique maintenant contre un certain nombre de vérités, alors voilà, concernant le domaine de la santé, mais l'environnement va suivre bien sûr, puisqu'il y a une convergence des deux, qui fait que si vous racontez des choses qui seraient critiques par rapport à ce qui est diffusé par le gouvernement, vous risquez plusieurs centaines de milliers d'euros d'amende, comme tu as rappelé sur certaines lois, et un emprisonnement. Et puis il y avait eu ce rapport hallucinant de la commission de prospection du Sénat sur la gestion électronique en fait des libertés individuelles en cas de pandémie, où en fait on nous vantait tout simplement le système de crédit social à la chinoise, et que des sénateurs français voulaient remettre sur le tapis. On a vu et on voit déjà arriver dans l'actualité pour les Jeux Olympiques l'idée que les déplacements vont être soumis à QR code, et peut-être même, pourquoi pas, alors j'ai pas lu, mais à reconnaissance faciale, allez savoir, avec, je suppose, tout un tas de contraintes sur l'identité numérique qui devront être montrées. Voilà. Et tout ça, en fait, les discours qui aujourd'hui permettent de justifier ça, c'est les discours du GIEC et les discours de l'OMS. Et c'est très important de voir que effectivement, ces organismes vont confondre biopolitique, puisqu'il s'agit de biopolitique, que ce soit par la mainmise sur le corps de l'individu ou sur son environnement, de biopolitique qui devient totalitaire. Et à nouveau, là, on va rejoindre toutes les analyses de Giorgio Agamben et de Michel Foucault. Et aujourd'hui, ces grandes ONG, organisations non gouvernementales, en fait, sont tout simplement en train de prendre le pouvoir dans des conditions de non-contrôle absolu. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu as dit, parce que c'est très riche. Moi, j'inviterais beaucoup alors nos auditeurs à se repasser et à se repasser encore toute ton intervention qui est vraiment extrêmement riche, qui fourmille d'informations.
qui rappelle en particulier toutes les contradictions absolues. Donc ça, c'est pareil. Toutes ces politiques, en fait, sont tout simplement des contradictions permanentes, avec des conséquences du coup psychiques importantes, puisque les gens deviennent fous à entendre tout et son contraire, à entendre qu'on veut faire respecter l'environnement et en même temps qu'on produit à la tonne et des millions de tonnes des produits plastiques, donc de masques, de gants, etc., pour lesquels, comme tu l'as bien signalé, aucun programme d'élimination n'a été mis en place, d'autant moins que normalement, en plus, ce sont des déchets estampillés biohazard, hein, c'est-à-dire que normalement, un masque ou des gants qui ont été portés par des gens ayant des symptômes ou des agents pathogènes doivent être normalement manipulés avec la plus grande précaution. Évidemment, ça n'est pas le cas. Et donc, on voit là toute l'hypocrisie. Voilà. Des commentaires, j'ai vu dans le chat sur les personnes qui décident de diriger le monde, les Schwab, Bill Gates, etc. Oui, bien sûr, ils prennent l'espace qu'on leur laisse, hein, tout simplement, je dirais, avec peut-être quand même la complicité de certains députés, en particulier des députés européens, et la perte de Michel Rivasi et toutes les personnes qui se battent pour essayer de faire la transparence sur effectivement toutes ces décisions et les comptes que doivent rendre la Commission. Eh bien, toutes ces personnes qui se battaient pour ça, il faut que voilà, elle puisse à nouveau avoir voix au chapitre. Il n'y a pas de science mais des scientifiques. Didier Raoult faisait remarquer, nous dit à Webmaster. Oui, oui, et puis il y a la différence entre les scientifiques et les fonctionnaires de la recherche. Voilà, ça c'est aussi une autre chose. Il y a des gens qui s'engagent dans le débat. Laurence le fait en tant que philosophe, journaliste, écrivain. Emmanuel le fait également en tant que scientifique, avec des connaissances spécifiques, typiquement sur l'intelligence artificielle. C'est la différence entre effectivement ceux qui prennent la responsabilité d'une parole publique pour pouvoir faire progresser la connaissance. Et je pense qu'un des rôles de la philosophie, je suis très heureux qu'on accueille Laurence en tant que philosophe et journaliste et écrivain, parce que je pense que c'est important d'être aussi journaliste et écrivain quand on manipule la philosophie, puisqu'il faut diffuser les idées. C'est très important, la diffusion des idées doit être quelque chose de fondamental, et c'est pour ça que le Conseil scientifique indépendant continue évidemment d'exister, mais en plus va passer de la science à la philosophie. On a d'autres philosophes en tête qu'on va inviter prochainement, notamment sur les questions du transhumanisme, qui est une question biopolitique et philosophique tout à fait importante et pour laquelle il y a besoin d'éclaircissement. Donc en tout cas, merci de nous avoir éclairé sur ces relations entre science et religion. Alors je rappelle également sur ce point qu'il y avait un sociologue, Raymond Aron, qui effectivement pour critiquer tout le dogmatisme en fait des pseudosciences économiques des pays d'Est de l'époque et du nazisme de l'époque, qui avait parlé de religion séculière. Donc effectivement, on voit que il y a énormément d'outils en réalité, et tu les as rappelés pour philosophiquement étudier la différence et la complémentarité entre science et philosophie. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut se réapproprier ce débat. Je crois qu'on est dans une misère de la philosophie, et c'est peut-être bien la raison pour laquelle on est dans une crise si majeure de la politique, en particulier en Occident, une crise de la spiritualité également. Et à nouveau, tu l'as bien dit, la science ne pourra pas répondre aux questions spirituelles. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup de toutes ces informations et de toute cette dissertation et cette discussion que tu as faite sur les sciences et la religion, et appliqué au présent, effectivement, ça nous demande aujourd'hui de la plus grande vigilance, la plus grande prudence, la plus grande critique. Et pour ça, rien de tel que de continuer à retourner dans les textes fondateurs de la philosophie. Beaucoup de choses ont été écrites dans la philosophie du XXe siècle, du XIXe, notamment également au XVIIIe à travers les Lumières, bien sûr. Et c'est vers ça, je pense qu'il faut se retourner. Voilà, alors, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Laurence, je te laisse la parole. En même temps, c'est vrai que je n'ai pas parlé un autre élément qui est l'argent. Parce que j'ai parlé de politique gentiment, en fait. Parce qu'on aurait pu aussi parler de cette énergie, qui est une énergie qui peut permettre aussi des choses magnifiques, mais qui aussi est une énergie de destruction. C'est ce qui se passe en ce moment.
Donc il y a encore beaucoup à faire, à dire sur ce que effectivement est la philosophie du présent. La philosophie, elle n'est jamais détachée de la science. D'ailleurs, je voulais préciser que jusqu'au XIXe siècle, les sciences naturelles étaient appelées philosophie naturelle. Il n'y avait pas cette distinction. Alors effectivement, comme tout à l'heure, j'ai distingué savoir et connaissance. C'est une façon pour s'exprimer, mais tout est lié. Le tout, c'est de savoir de quoi on parle et dans quel dosage. Voilà. Mais effectivement, la période est tellement extraordinaire, malgré les souffrances qu'elle nous donne à tous, et aussi les souffrances psychiques, mais les souffrances matérielles aussi. Les restrictions sont de plus en plus fortes sur la base, sur aussi se loger. Ça va être de plus en plus compliqué. Mais donc, dans cette période extraordinaire, c'est important aussi de parler d'une philosophie du présent, effectivement, de trouver dans cette nouveauté scabreuse, terrible, aussi l'occasion de trouver, je ne sais pas si c'est de la nouveauté, mais une façon de réfléchir, de comprendre, et puis de vivre. Ça, c'est vraiment important. C'est une occasion qui nous est donnée, un peu comme je dirais, le CSI a été et est ce savoir qu'il nous permet dans une période aussi éprouvante. C'est-à-dire qu'on a ce cadeau à côté du savoir, et puis de voir des gens qui s'expriment sur plein de domaines différents. Dont la philosophie, effectivement. Et alors, justement, pour rappeler que la philosophie n'est jamais détachée de la science, je rappelle qu'aux États-Unis, le titre PhD, c'est Doctor of Philosophy, en fait. Le PH, c'est pour philosophie, le D pour docteur, mais c'est effectivement un titre PhD qui est pour les gens qui sont docteurs en sciences. Effectivement, aux États-Unis, on a gardé cette indistinction quelque part, en tout cas, l'idée que la science dérivait bien de la philosophie, en tout cas, voilà. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup, Laurence, pour cette soirée extrêmement riche. On espère te revoir sur d'autres aspects ou d'autres développements, si tu as des choses à dire philosophiques concernant justement cette philosophie du présent. En tout cas, un grand merci à toi et on espère que tous nos auditeurs auront apprécié, nous on en est sûr, cette intervention. Emmanuel? Oui, tu es la bienvenue quand tu le souhaites, Laurence. Et puis, donc, je rappelle, il y a plusieurs de tes notamment articles qui sont visibles sur le site de François. Donc, que surtout que les auditeurs n'hésitent pas à y aller pour en prendre connaissance. Et puis moi, je te remercie pour ton intervention de qualité. C'était vraiment remarquable. Et je suis sûre qu'il y aura, enfin, tu nous as parlé notamment de l'écologisme sur laquelle tu étais en train d'écrire. Donc, je suis sûre qu'il y aura une prochaine intervention sur ce thème-là. Ce qui intéresse beaucoup aussi, beaucoup de monde, parce qu'on voit que finalement, derrière cette dérive un petit peu, on retrouve les mêmes leviers que dans le covidisme. Donc, voilà. Écoutez, je vous propose de faire un dernier tour de table et un petit mot de la fin. Laurence, d'abord. Tu as beaucoup parlé, Vincent. En tout cas, moi, je vous remercie de votre invitation. C'était effectivement un honneur, un plaisir, tellement je vous ai vu de nombreuses fois et apprécié vos interventions et tout ce que vous m'avez apporté en termes à la fois de savoir, mais aussi de connaissances. Donc voilà, et j'aimerais vraiment qu'on comprenne ce même mécanisme, effectivement, entre covidisme et écologisme et autres, qui peut arriver, autres prétextes. On a quand même le numérique qui, normalement, pourrait être un outil merveilleux et qui peut, et à l'inverse, peut être utilisé contre nous. Encore cette énergie de destruction, comme peut être l'argent. Donc, j'aimerais permettre aux gens d'avoir ce recul, cet esprit scientifique, finalement, qui permet de savoir qui donne ce nez quand on entend consensus scientifique, preuve scientifique, et qui dit « Ah,
je suis avec des imposteurs. Je ne me laisse pas prendre. C'est ça que j'aimerais en fait. Merci Laurence. Moi, juste pour conclure à nouveau en disant que avec Edmond Husserl, la philosophie doit nous aider à sortir de la crise des sciences européennes. Voilà. Bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Donc, merci à Laurence hein, vraiment pour ton exposé extrêmement clair et complet avec une très grande pédagogie. Merci à Vincent pour la discussion autour des aspects. Vincent est un grand bavard. Nous l'avons tous remarqué. Ça date pas de ce soir. Donc, merci. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et puis, donc, retrouvez-nous. Donc, voilà, retrouvez la 127e réunion donc, de la semaine prochaine sur tous les réseaux. Voilà, même heure, même endroit. Bonne soirée à tous.